Bonjour tout le monde. Bonjour. Est-ce que vous nous recevez? 1, 2, 1, 2. Vous pouvez écrire des oui, non, nickel dans le chat. Cool. Aurélien, Julien, merci. Je suppose que c'est bon pour Aurélien et Julien et Ludovic et Sabrina et Marois et Julien à nouveau. Un autre Julien, excusez-moi. On attend encore 2 minutes peut-être qu'il y ait encore des gens qui se connectent et on va commencer les hostilités. Et aussi, est-ce que vous voyez mon écran? Je suis en train de partager. Cool, merci. Bon, du coup, merci d'être aussi nombreux pour ce webinaire. Avec Marine, on va vous parler aujourd'hui de comment refondre un site Internet et l'optimiser en même temps, tout en utilisant une approche growth. Je dis growth, maintenant j'ai l'accent, tout au long du webinaire, il y a des fortes chances qu'étant donné que on parle français, on se retrouve avec des grosses. Sachez qu'on parle de la même chose, c'est le growth, growth. Petite présentation, je te donne la parole. Merci Théodore. Alors du coup, bonjour à tous. Moi, c'est Marine. Du coup, je travaille chez Markentive depuis maintenant environ 4 à 5 ans en qualité de designer UI UX. Et j'ai eu l'opportunité de travailler sur des dizaines et des dizaines de projets website, autant sur la création que la refonte. Et en fait, vous verrez comment, à travers la présentation qu'on va vous faire, on allie ça à l'approche growth et aussi également à toute la méthodologie qu'on a pu mettre en place chez Markentive. Et j'ai eu le plaisir de travailler sur pas mal de projets avec Théodore ici présent, que du coup, je te laisse te présenter à ton tour. Oui. Théodore, comme vous avez pu le constater, je suis manager des opérations chez Markentive et mon métier de base, je suis développeur full stack. Et du coup, aujourd'hui, je coordonne une équipe de UX designers comme Marine et de développeurs. Et du coup, on travaille sur des refontes, la plupart du temps sur le CMS de HubSpot, mais on n'est pas agnostique à ce CMS. Du coup, rapide présentation de Markentive. Vous devez nous connaître peut-être un peu. On va aller vite parce qu'on a beaucoup de choses à vous dire. Mais du coup, on existe depuis 10 ans. On est plus de 40 consultants. Et au fur et à mesure du temps, on a accompagné plus de 300 clients aujourd'hui, je pense, avec des stratégies, des implémentations et en gros, tout un accompagnement sur la stratégie digitale et les implémentations digitales. Avec Marine, on a fait le compte l'autre jour. Je pense qu'on est à plus de 70 sites web, que ce soit des créations ou des refontes. On va vous envoyer par la suite le deck que vous voyez avec des documents qu'on verra en détail à la fin. Mais du coup, vous pouvez consulter aussi sur notre site, sur Markentive Portfolio, un peu nos créations et à quoi est-ce qu'elles ressemblent. Nous sommes aussi les initiateurs de l'approche Rebelle, qui est en fait un acronyme de Resolve, Build, Execute, Learn. Vous pouvez bien sûr voir les détails de qu'est-ce qui compose chaque pilier sur notre site web, mais si on prend la même approche sur la refonte d'un website, on parle de la partie Resolve qui va être la partie de stratégie, pourquoi est-ce qu'on fait, comment est-ce qu'on fait, à qui on parle. On a la partie build qui est la construction des maquettes, le développement, la mise en ligne. Le execute qui est un peu l'animation de tout ce qu'on a construit par la création de contenu, des campagnes et ainsi de suite. Et grâce à tout ce qu'on a fait jusqu'à l'execute, on a la partie learn qui nous permet non seulement d'en tirer des apprentissages, nous, mais aussi de former nos clients à tout ce qui s'est passé et qu'est-ce qui devra se passer par la suite avec leur site Internet. J'ai oublié de mentionner, si vous avez des questions, vous pouvez les écrire directement dans le chat. Je vais essayer de les prendre en live, Marine. Si on ne répond pas à tout, il y aura encore 5 minutes de questions-réponses à la fin. Et du coup, si on ne répond toujours pas à tout, on vous répondra par email par la suite. De quoi est-ce qu'on va parler? En gros, 3 grands chapitres. On va d'abord regarder quels sont les éléments essentiels quand on veut faire une refonte de site.
Par la suite, on verra, bonjour Gauthier, on verra les 6 conseils pour soigner en fait une expérience utilisateur. Et enfin, on verra comment ces 2 choses, en soi, ça constitue une approche grosse pour la refonte des sites web. Mini disclaimer, on avait préparé un GIF trop cool, mais malheureusement sur le PDF de présentation, il ne tourne pas. On va vous raconter des choses que vous avez dû déjà voir à droite, à gauche, c'est écrit un peu partout sur Internet. Donc, c'est peut-être pas la première fois que vous les entendiez, mais par contre, sachez que notre objectif, c'est que ça devienne en fait des apprentissages concrets de notre expérience sur le terrain. Donc, on va casser un peu le premier lien de Google et on va vous dire concrètement à quoi ça ressemble ce lien en réalité quand on veut faire une refonte de site web. Donc, du coup, si c'est bon pour vous, je vous propose de commencer. N'hésitez toujours pas si vous avez des questions. Du coup, on va parler tout d'abord avec nos clients quand ils viennent nous voir dans ce qu'on appelle les challenges historiques. Pourquoi est-ce qu'on veut faire la refonte d'un site? Un site, on a tendance à l'oublier, ce n'est pas un produit fini, quelque chose de figé, c'est un organisme qui est vivant et qui évolue dans le temps, qui doit être maintenu, optimisé, et arrive un moment où on doit le refondre. Du coup, ce moment est relativement important parce qu'il vient d'une nécessité et les choses peuvent se passer un peu dans la précipitation. Il y a un appel d'offres qui vient d'être gagné, donc on doit vite changer l'image de marque, on doit avoir une communication importante et on n'a pas de site web pour soutenir cette communication. Donc du coup, ça se fait un peu dans l'urgence. Donc, il y a certains aspects qui doivent être absolument pris en compte, même si c'est fait dans l'urgence. L'un de ces aspects, c'est le choix du CMS. Le CMS, ça semble toujours une bonne idée de partir sur un truc pas cher, gratuit, style WordPress, avec des plugins où on doit bricoler et construire des choses seul ou avec l'aide d'une équipe de développement. Par contre, en termes de scalabilité, ce n'est pas nécessairement toujours la bonne idée. Pourquoi je mets l'accent sur le choix du CMS? C'est parce que les équipes marketing, les gens qui devront contribuer au site, doivent être absolument autonomes. De un. De deux, ce site, il doit être optimisé. Donc, il doit être capable de refléter l'image de marque. Mais par contre, en termes de sécurité et de stack technique, il doit être stable. Parce que si tous les 2 jours, vous avez votre site qui est down parce qu'il y a je ne sais pas quelle version de PHP qui n'est pas à jour ou je ne sais pas quel plugin ou widget s'est mis à jour dans WordPress et il y a tout qui explose, bon, ben ça entrave quand même les opérations de marketing sur cette stack. Donc, à prendre en compte ce choix du CMS. Et du coup, nous, on conseille vivement, je pense que vous avez dû le remarquer depuis le début, cette chose qui s'appelle HubSpot. D'ailleurs, on est les partenaires élites, d'ailleurs, les premiers en France sur cette technologie. Pourquoi est-ce qu'on aime cette chose? C'est que ça nous donne en fait l'occasion, en tant qu'équipe tech et design, de se concentrer sur les choses qui ont vraiment de la valeur sur les opérations marketing et sur l'alignement à l'intérieur du même outil entre le marketing et les opérations sales. C'est une solution SaaS, donc tout ce qui se passe côté serveur, ça se passe du côté HubSpot. Et ils maintiennent en fait la sécurité, la stabilité, l'update du code, les révisions de code. Si jamais il y a vraiment une grosse erreur qui est commise et on supprime des pages, le support de HubSpot peut revenir en arrière et nous remettre les pages. Il y a même un système de versionning pour faire cette chose. Et du coup, c'est quelque chose qu'on encourage vivement à être utilisé et vous allez voir surtout pourquoi par la suite. Ok, on a choisi notre CMS, on sait plus ou moins, on a vraiment besoin d'un site internet. Par quoi est-ce qu'on commence? Ça semble évident, on a besoin de tracking, on a besoin de data. Mais aujourd'hui, tout s'appelle data science, data driven, beaucoup de choses. Qu'est-ce qu'on a réellement besoin dans un site web par rapport à ça? C'est surtout les données de trafic. Les données sur les utilisateurs, les données sur le comportement des utilisateurs sur notre site web. Typiquement, d'où est-ce que les gens viennent? Est-ce qu'ils viennent par Google? Est-ce qu'ils cliquent tout le temps sur les campagnes ads? Est-ce qu'ils viennent tout le temps par les posts qu'on fait sur les réseaux sociaux? Par la suite, on peut
et c'est une bonne idée. D'habitude, on le fait un peu dans la précipitation, cette refonte, on en a besoin vite, mais si ce n'est pas le cas, ou même si c'est le cas, mettre un outil comme Hotjar, on verra un peu en détail comment ça fonctionne, sur le site internet avant la refonte pour voir comment les utilisateurs interagissent avec les pages web. C'est quand même intéressant de voir les heatmaps, les zones de concentration de nos utilisateurs sur les pages du site. Et ça, on les prend et on les analyse. Un autre aspect qui est souvent oublié, c'est qu'on utilise Google pour faire des recherches, des fois, au final, pour tomber sur les solutions qu'on propose, mais on l'utilise aussi pour chercher des images. Et des fois, c'est des choses random. Beaucoup de nos clients ont du trafic qualitatif qui vient en fait par les résultats de recherche des images Google. Donc, la fameuse bonne pratique, n'oubliez pas l'alt des images, qui est un peu partout et de toujours, mais en réalité, c'est très important. De 1, alt des images, et de 2, bien optimiser les images pour qu'elles soient légères et optimisées par rapport au site. Une autre chose à prendre en compte sur l'existant, et ça se fait dans un audit UX avant la refonte, quelles sont les normes d'accessibilité qui sont respectées sur l'ancien site? Est-ce que les contrastes sont en AAA? Est-ce que les espacements mobiles sont respectés? C'est-à-dire si avec un pouce, on peut bien cliquer sur un lien d'un menu mobile, et ainsi de suite. Et aussi le balisage sémantique qui est particulièrement important en termes de SEO. Ici, vous avez quelques screenshots des choses qui nous intéressent. Là, on a ces 2 dashboards de trafic issus de HubSpot. Et ici, on a un dashboard de Hotjar. Là, c'est ce qui se passe la plupart du temps avant la refonte. Il y a toute une chute de choses. Parce qu'il y a des fois des mises à jour en termes de SEO de la part de l'algorithme de Google qui ont un impact. Le site, il commence à être complètement obsolète en termes de technologie. Et parfois, tout simplement, l'obsolescence ne se manifeste pas seulement sur le côté technologique, mais sur le côté design. Et on peut le constater ici sur le tableau à droite en bas de Hotjar, avec une baisse en fait des interactions et à la fin des conversions. On garde quand même des conversions, mais on a besoin d'une refonte. Ok, c'est bien. On a de la data, on a un CMS, on a un contexte, on a besoin de vitesse, mais à qui on parle et pourquoi on lui parle? Toute cette data, en fait, elle sert uniquement et essentiellement, pas vraiment, il y a quand même d'autres aspects sur lesquels elle est utile, bien sûr, mais elle sert surtout à connaître nos clients. Ces clients, dans ce cas, on va les appeler persona, mais ça reste plus ou moins la même chose. On parle du profil idéal de notre futur client. On doit le connaître. On doit savoir qu'est-ce qu'il fait comme recherche. On doit connaître ses habitudes digitales. À quel moment est-ce qu'il se logue le matin au travail? À quel moment est-ce qu'il est potentiellement censé scroller sur des pages ou juste scroller sur LinkedIn? Je dois savoir aussi pourquoi je lui parle. Avec quelle partie du site je vais lui parler? Est-ce que je veux l'informer de quelque chose ou est-ce que je veux tout simplement lui donner un CTA sur lequel il clique et il paye et il achète directement le service ou le produit? Le fameux de où je lui parle, ça va être, est-ce que ça va être une page de solution ou est-ce que ça va être à travers un post sur les réseaux sociaux, à travers LinkedIn, Facebook ou peu importe, où il se trouve en termes de ses habitudes. Et du coup, comme je vous disais, si je commence à avoir une bonne idée de qui il est et qu'est-ce qu'il fait, ça serait intéressant de savoir aussi quel est réellement son quotidien. Quand il se lève le matin, dans le métro, quelles sont les pages qui scrollent sur Facebook? Quels sont les réseaux qu'il utilise? Est-ce qu'il commence à regarder ses emails quand il est dans le métro ou quand il rentre le soir du boulot? C'est des indices qui nous donnent en fait des détails sur les moments où on pourra l'engager et lui parler. Du coup, ce profil du persona est essentiel dans la partie refonte. Bon, évident, je pense que tout le monde est au courant qu'on a besoin d'objectifs, mais souvent les objectifs peuvent être flous. On se retrouve, on veut tripler la conversion. Ce n'est pas vraiment un objectif réaliste. Cet objectif, par exemple, si on prend l'exemple de la conversion, on doit prendre la data de ce qui s'est passé en avant, l'analyse dont je viens de vous parler, par exemple, le site il est complètement bancal et on se retrouvait avec 2% de conversion.
on part en fait sur une estimation et on va se dire avec un site optimisé de tous les points de vue, on s'attend à une augmentation de, je ne sais pas, de 10%. Donc ça peut être un objectif. Par contre, je dis bien les chiffres. On a besoin que ces choses soient chiffrées avant et après pour pouvoir en fait constater une croissance, une baisse et du coup adapter les choses par la suite. Il y a besoin vraiment d'un travail d'archivage par rapport à ces choses. Par la suite, on part par exemple sur un objectif d'augmenter la notoriété de marque. Ça veut tout et rien dire. Parce que bon, est-ce que c'est la manière où les gens parlent de notre marque quand ils sont en pause café ou est-ce que c'est la manière où ils écrivent sur ces choses sur les réseaux sociaux? Encore une fois, c'est dans la lumière de la data qu'on peut faire des décisions par rapport à ce type d'objectif. On parle de trafic sur les pages clés. On se dit, bah, écoute, notre produit, la page, elle était complètement détruite, personne n'allait dessus. Maintenant, quand elle va être bien, on aura une augmentation de temps parce qu'on a des images qui sont optimisées, on a un contenu SEO optimisé, ainsi de suite. Ce besoin de chiffres, je ne peux pas en fait state that more. C'est absolument essentiel d'avoir ces chiffres avant la refonte pour en fait pouvoir prendre des décisions par la suite. La bête noire. Le SEO, tout le monde veut faire du SEO, tout le monde s'y connaît en SEO, tout le monde a un avis et tout le monde a une expérience. Il y a quelque chose en fait à démystifier par rapport à ça. L'idée sur le SEO, il y a des choses concrètes qu'on peut mesurer, qu'on peut savoir, mais à la fin des fins, foncièrement, on travaille sur des spéculations parce que nous n'avons pas un accès explicite à comment l'algorithme de Google fonctionne. Donc, du coup, dans cette optique, on veut démystifier quelque chose. Pas de conversion parce que le PageSpeed est bas. Eh bien, c'est faux. En soi, il y a une part de vérité. Et attention, il faut quand même respecter le PageSpeed. Il faut faire attention à bien optimiser en fait sa structure HTML, à bien optimiser les scripts. Si on a du tracking qui traîne un peu partout, l'enlever si on ne l'utilise pas. Le PageSpeed de Google nous donne toute une série de recommandations qui sont absolument essentielles à être checkées. Mais par contre, à la fin des fins, l'algorithme de Google va indexer une page si elle a un contenu qualitatif, même si le page speed est bas. Le contenu est roi, le contenu est essentiel. Et du coup, pour garantir ce genre de choses, on doit être sûr qu'il répond en fait à une problématique de l'utilisateur, qui répond en fait à un mot-clé sur une des requêtes de nos utilisateurs. C'est pour ça qu'on doit le connaître par la data, par le profil type du persona, et grâce à ça, on peut l'adresser dans la partie stratégie SEO. Une autre chose qui est importante, c'est la structure de nos pages. Mettre des pavés pleins de mots-clés, ça ne sert pas à grand-chose. C'est pour ça que ce qu'on appelle en fait une optimisation SEO, on parle en fait d'une structure HTML avec des H1, attention, il n'en faut que 1 sur les pages, mais des H2, des H3, des listes, des images, un contenu varié. Ça montre en fait au moteur d'indexation qu'on fait un effort de réflexion et du coup donne des meilleures notes par rapport au contenu. Un autre aspect important, c'est que, OK, je publie un article par mois, c'est pas génial. Il faut garder en fait un calendrier éditorial bien mis à jour et l'animer en permanence. Le brief et les interactions. Attention, j'ai oublié de mettre un disclaimer là-dessus. C'est extrêmement caricatural pour illustrer en fait mon propos par rapport à ça. Le danger des refontes web, on verra par la suite des constitutions d'équipes à quoi ça peut ressembler, c'est qu'on peut tomber très vite dans la réunionnite. Une masse de réunions avec beaucoup d'intervenants, tout le monde a un avis et tout le monde veut donner son mot par rapport aux choses et c'est un danger parce que on perd en fait la vitesse, on perd en fait le rythme et du coup on se retrouve dans des choses qui ont aucune action par la suite et juste dans une communication dépourvue de qualité. Typiquement, quand on dit caricatural, c'est jamais à 2022 quelqu'un te sortira ça en réalité, mais il y a quand même derrière quelque chose à surveiller. Je ne suis pas convaincu par la couleur rouge.
ça n'est jamais arrivé, mais des choses derrière lesquelles il n'y a pas vraiment d'action concrète derrière, on a déjà retrouvé dans les interactions, parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre en compte. Typiquement, on va changer cette phrase dans « la saturation du rouge doit être augmentée ou baissée, ça ne correspond pas à la charte ». Le bloc solution, par exemple, ne va pas. Encore une fois, il n'y a aucune action. Qu'est-ce que ça veut dire? Est-ce qu'on peut l'élaborer? Des fois, ce type de choses, ça peut être en pleine réunion, mais ça peut être aussi par mail. Donc, du coup, tu as quelqu'un qui doit répondre, enfin, de la friction. Ça se transforme dans le bloc solution ne répond pas en fait aux objectifs SEO. Il y a besoin de plus de caractères. Donc, un layout en rangée, ça ne marche pas. On doit faire des blocs l'un après l'autre pour bien expliquer les choses. C'est important de garder tout le temps à l'esprit, que ce soit du côté client ou du côté équipe projet, ce genre de détails, parce qu'on perd énormément de temps sur ces choses. L'équipe projet et la gestion de projet. Comment ça se passe? Ça va de pair avec ce que je viens de vous dire tout à l'heure. Une équipe projet, typiquement, elle est constituée d'un chef de projet, d'un expert SEO, d'un UX designer et d'un développeur. Et du client. Le client fait partie prenante du projet parce que personne ne va connaître mieux son secteur, son client, ses parts de marché, son univers que le client lui-même. Donc, c'est pour ça qu'il doit être en collaboration et communication directe avec toute l'équipe. Le projet est agencé en grandes lignes sur une échelle de… Bon, on essaye de garder nos projets de refonte, à moins que ce soit un website gigantesque, entre 6 et 8 semaines, avec des retards à prendre en compte. Plus que ça, ce n'est pas une bonne idée de le faire parce qu'on risque de passer à côté de quelque chose. On a besoin, on verra par la suite dans l'explication pourquoi l'approche growth est importante par rapport à ça, mais il faut vraiment garder le rythme et bouger vite. On commence par un pré-kick-off où on se présente, on rencontre tous les décisionnaires, on valide l'interface de gestion de projet. On a beaucoup d'outils, on vous en montrera pour avoir une idée de comment ça marche. On fait le pré-kick-off, une semaine d'audit SEO où on analyse ce qui se passe au niveau de la concurrence, quels sont les comportements des utilisateurs. Et par la suite, on arrive au kick-off. Le kick-off, c'est là où on a une proposition d'arborescence issue du audit SEO. Et du coup, on a déjà un certain nombre de templates. Pour ceux qui ne savent pas, un template, c'est l'échafaudage d'une page web qu'on peut décliner dans autant de pages qu'on veut par la suite. Un template, N pages qui peuvent être utilisées à différentes fins. Un template, c'est le cursus logique établi par la maquette d'un parcours utilisateur sur une page. Mais ce n'est pas figé dans la mesure du CMS choisi. Si on prend l'exemple de HubSpot, on peut l'utiliser pour faire tout ce qu'on veut. Du coup, on arrive dans le kick-off et on se dit, on a 6 templates. Qu'est-ce qu'on veut en fait comme bloc à l'intérieur de ces templates? Ces blocs-là, qui sont les tranches de la page, sont en fait ce qu'on appelle les wishlists. Qu'est-ce qu'on veut à l'intérieur du hero, qui est la première partie de la page? On veut un H1 avec un paragraphe explicatif, un CTA pour la conversion, une vidéo ou une image à déterminer en fonction de la data, de la cible et de l'objectif, et ainsi de suite. Une fois les wishlists validés, les UX designers, ils construisent les wireframes. Les wireframes sont une schématisation sans identité visuelle du contenu de la page. C'est essentiel de l'avoir parce que la dimension visuelle est porteuse de sens et vient soutenir ce contenu. Mais si le contenu n'est pas qualitatif, si on n'a pas en fait une stratégie SEO qui est exprimée dans le nombre de caractères, dans le choix des mots-clés qui apparaissent dans les wireframes, en fait, le design est servi pour pas grand-chose parce qu'il est juste là pour être joli et ne dessert pas en fait un objectif. Quand on a validé les wireframes, on vient mettre la couche de sémantique graphique qui s'appelle les maquettes. Et là, on fait rentrer en jeu des images qui viennent en concordance avec le contenu, des images qui sont porteuses de sens. On va parler d'animation, on va parler d'interaction, on va rentrer dans les fonctionnalités profondes. Typiquement, est-ce qu'on a un carrousel? Est-ce que le menu, est-ce que le header reste en sticky? La navigation, comment elle va se manifester sur le site? Quand je clique là-dessus, qu'est-ce qui se passe? En gros, c'est ça qu'on détermine sur les maquettes. On les valide, on ne revient plus dessus, parce que quand on commence à coder, revenir sur ce type de choses,
c'est une perte de temps. C'est une perte de budget surtout. Oui, exactement. Du coup, on valide les maquettes, on fait le développement et enfin, on arrive à la migration qu'on a souvent tendance à sous-estimer. C'est une partie qui prend beaucoup de temps. On doit prendre tous les templates et les décliner en pages. Et du coup, si on a déjà un blog qui existe, on doit faire une migration. On peut la faire de manière automatique. Si on prend l'exemple de HubSpot, on aura tous les articles dedans. Néanmoins, il faudra quand même passer à la main dedans pour vérifier la qualité du contenu, pour vérifier que les images sont allées au bon endroit dans le body de l'article, que la feature d'image a été bien importée. Et aussi, c'est l'occasion de faire une passe sur la partie SEO. Un aspect essentiel dans toutes ces actions, vous voyez, il y en a beaucoup, c'est que toute l'équipe ait le même niveau d'information et de connaissance. Même si le dev intervient à la fin, il doit être au courant en fait de tous les enjeux qui se passent par exemple au niveau de l'arborescence. Pourquoi? Parce que à la fin des fins, c'est lui qui va coder et du coup, s'il y a un aspect, un mot-clé ou une qualité SEO qui doit être exprimée dans la navigation, il doit être au courant. Ici, on vous donne un exemple de projet qui va sur 8 semaines. En commençant par le kick-off, juste avant, on a le pré-kick-off. Vous voyez qu'on a une semaine d'audit SEO qui est absolument essentielle parce que quand on n'a pas de campagne de communication et on ne fait rien, on ne publie pas sur le site Internet, le sang et le jus qui passent dans le site, c'est le trafic organique. C'est la partie essentielle à garder à l'esprit. Par la suite, on commence le déploiement des actions. Et du coup, ici, on a la roadmap classique que nous, on utilise. Ça, c'est notre template de gestion de projet qui est bien sûr adapté plus ou moins à chacun de nos clients. Mais en grand, c'est les grandes parties qu'on a dedans. On a le pré-kick-off, le edit SEO. La partie wireframe, c'est une sorte de Trello. On peut cliquer dessus et avec la même table, on peut créer en fait des vues en mode timeline pour qu'on voit en fait la durée des actions. Je pense que j'ai fait le tour. Yes. Je bois de l'eau. Je te donne la parole. Du coup, je vais reprendre un petit peu donc le fil de tout ça. Du coup, donc là, Théodore vous a présenté en long, en large et en travers un petit peu comment se passe un projet website en interne, on va dire ça comme ça. Maintenant, il y a aussi un aspect, nous, en tant que designer, je ne vais pas vous parler de la partie maquette ou vraiment de design, on vient poser le style de la charte graphique, mais plutôt d'un autre aspect qu'il ne faut vraiment pas négliger, et surtout à l'heure d'aujourd'hui, c'est ce qu'on va appeler l'expérience utilisateur, et ce qui va nous aider concrètement à favoriser la conversion. Donc, on va vous présenter 6 conseils pour aller dans ce sens. Donc déjà, l'expérience utilisateur ou l'UX design, qu'est-ce que c'est? Grosso modo, pour ceux qui ne sont pas familiers avec cette notion, c'est tout simplement en fait tout le parcours et toutes les émotions par lesquelles l'utilisateur, le prospect va passer à travers l'utilisation, que ce soit d'un produit ou même d'un magasin, hein, tout simplement. Mais là, on est vraiment concentré sur tout ce qui va être website. Donc, c'est quelles émotions, quels ressentis va-t-il avoir en parcourant notre site Internet et en essayant d'atteindre l'objectif qu'il s'est fixé. Donc, ce qu'on veut, c'est que voilà, tout se passe bien, tout soit génial. Ce qu'on ne veut pas, c'est que le prospect ressente de la frustration et qu'il finisse par quitter le site sur lequel il est sans avoir du coup trouvé l'information qu'il recherchait. Alors, premier conseil, ce serait de créer des parcours utilisateurs. Donc, comme je viens de vous l'expliquer, un parcours utilisateur, ce sont les différentes interactions que le prospect va avoir avec l'entreprise. L'idée, c'est de définir les objectifs qui se cachent derrière tout ça. Donc, Théodore a fait un point là-dessus tout à l'heure. Donc, c'est, voilà, est-ce que mon prospect, du coup, qui en soi est un persona, hein, vient sur mon site pour une recherche d'information, pour une prise de contact, ou alors tout simplement pour utiliser mon produit. Une fois qu'on aura déterminé déjà ces objectifs-là, il va falloir donc créer et étudier les profils des personas qu'on aura mis en place. Du coup, c'est ce qui va nous permettre, comme disait aussi Théodore tout à l'heure, hein, je fais des petits rappels, tout simplement de pouvoir déterminer la psychologie et le comportement de ces prospects lorsqu'ils vont aller sur notre site, quelles sont leurs problématiques. Donc, il y a aussi toute cette notion de cycle de vie, de parcours d'achat hein, dans lequel il est. Et enfin, tout simplement, après, il y a aussi des outils qui vont nous permettre d'enrichir
ces fiches persona-là, de comprendre un petit peu mieux leur ressenti, les questions qu'ils vont se poser et auxquelles on va pouvoir répondre. Donc, on a notamment un outil qui s'appelle une Empathy Map. On verra après un petit peu à quoi ça ressemble. Et c'est aussi dans la même logique, du coup, où derrière, on va créer, donc suite à la création de nos fiches persona et des objectifs des parcours clients qu'on aura déterminés, ce qu'on appelle une Customer Journey Map, où en fait, vous allez le voir, on vient de découper toutes les étapes clés ainsi que déterminer les points de contact, les points d'interaction auxquels l'utilisateur va être confronté tout au long de son parcours sur notre site Internet. Une fois que toutes ces choses-là auront été faites, il va falloir tester et optimiser nos parcours. On va voir ensuite comment est-ce que ça se passe. Hop. Alors là, tout simplement, sur la gauche, vous avez un exemple de ce que nous, on fait pour nos fiches persona. Donc, du coup, ce sont des personnes, entre guillemets, fictives, mais qui correspondent voilà, à des personnes, à des clients idéaux, enfin, du coup, des personnes qui vont venir potentiellement sur notre site. Donc, ça regroupe plusieurs types d'informations. Et ensuite, ici, vous avez donc juste en bas à droite donc la Customer Journey Map. Vous voyez, en fait, on a déterminé donc chaque étape du parcours d'achat. Et en fonction de ça, on va se dire, OK, donc par exemple, moi, j'ai mon prospect qui vient sur mon site, il rentre sur mon blog parce qu'il recherche une information et potentiellement derrière, il veut se renseigner sur le type de produit que je propose. De là, on va essayer de se dire, OK, donc nous, on pense qu'il va passer par telle étape, qu'il va trouver le CTA, etc. Et on va essayer de déterminer toutes les émotions par lesquelles il passe, qu'elles soient positives ou négatives. De là, une fois que nos parcours utilisateurs sont définis, il va falloir mener ce qu'on appelle des tests utilisateurs. Donc, qu'est-ce que c'est? C'est observer, en gros, comment est-ce que vos utilisateurs naviguent sur votre site Internet, comprendre les étapes, les émotions par lesquelles ils passent, c'est ce que je vous disais à l'instant, comprendre aussi et voir les différentes manipulations qu'eux, ils font. Et enfin, on va venir analyser toutes ces petites choses-là pour, en fait, comprendre les frictions qu'ils vont rencontrer, comment est-ce qu'on peut améliorer ces parcours-là. Quand est-ce qu'il faut faire des tests utilisateurs? Ça peut se faire en 2 temps, que ce soit dès la phase de conception, que ce soit des maquettes ou des wireframes. Après, attention, il faut quand même que ce soit sur des projets assez aboutis. Là, on parle vraiment dans un cadre d'une création en général, puisque du coup, on peut aussi le faire lorsque le site est live. Là, ce sera plutôt intéressant de le faire lors d'une refonte. Évidemment à faire avant de se lancer dans la création des maquettes, puisque du coup, ce que disait aussi Théodore, c'est qu'il nous faut vraiment de la data. C'est ça qui est important. On ne va pas refondre une page qui fonctionne très bien et puis en laisser une autre finalement où c'est là où il y a un point bloquant. C'est inutile. Donc, ensuite, comment est-ce qu'on réalise un test utilisateur? Donc là, que ce soit sur des maquettes ou de l'existant, c'est un peu le même fonctionnement. On va créer un protocole. Donc, ce sont nos fameux parcours utilisateurs où on va retrouver du coup la journey map, par exemple, afin de déterminer en fait toutes les questions qu'on souhaite poser à notre utilisateur au fil de son parcours et tous les parcours qu'on souhaite tester. Ça, il faut vraiment le préparer en amont. Parce que du coup, c'est intéressant à partir du moment où on va pouvoir proposer quelque chose de concret. Il ne faut pas faire ça sur des comment je pourrais dire ça, sur des spéculations. Voilà, exactement, merci, sur des spéculations. Une fois que vous aurez créé vos protocoles et vos parcours à tester, il va falloir prévoir un panel de testeurs qu'il va falloir interviewer. Idéalement, il faut en avoir à peu près 5 ou 6 au minimum, histoire d'avoir vraiment un panel de réponses assez large. Et comme ça va vraiment vous permettre de voir les points bloquants qui, en général, vont se retrouver. Et il faut évidemment que ces profils correspondent à vos personas. Donc, vous pouvez soit aller piocher chez vos clients, soit potentiellement essayer de démarcher des personnes qui pourraient correspondre, selon vous, à ces personas. Enfin, on va du coup faire place au test en conditions réelles, idéalement en face à face. Maintenant, avec les conditions, dernièrement, ça pouvait être un petit peu compliqué, mais il faut vraiment garder à l'esprit qu'il faut que votre testeur soit en conditions réelles, c'est-à-dire que voilà, vous allez donc soit en face à face, vous lui mettez un ordinateur, soit via par exemple Zoom ou ce genre de choses, en partage d'écran. Donc, vous allez lui dire tout simplement, voilà, écoute, on part du principe que tu arrives sur telle page, tu es en recherche d'informations ou alors tu veux me contacter aussi, c'est possible. Comment est-ce que, par exemple, un article de blog, parce que tu es arrivé par là via la recherche Google, tu arrives à trouver l'information que tu cherches. Et là, en fait, vous allez le guider plus ou moins. Il faut quand même le laisser faire les choses naturellement, mais vous allez lui poser des questions tout au long de ces étapes-là. Est-ce que tu as trouvé facilement le call to action? Est-ce que l'information sur laquelle tu es tombé te semble pertinente? Et en fait, vous allez prendre des notes tout au long. Et puis, du coup, comme je vous disais, aussi vraiment prendre en compte son côté émotionnel.
Alors là, on a un exemple, du coup, donc ce dont Théodore parlait tout à l'heure. Donc, on a notamment Hotjar. Vous avez aussi donc la heatmap à côté. Alors, tout simplement, qu'est-ce que c'est? Alors, Hotjar, en fait, va venir nous mettre en couleur les différents points d'interaction que les prospects vont avoir sur votre site. Ce qui est intéressant ici, c'est que parfois, on se rend compte, donc par expérience, qu'il y a des zones où les personnes qui viennent sur notre site essayent de cliquer alors qu'elles ne sont pas du tout cliquables. Donc là, très clairement, c'est que ça ne va pas, c'est qu'il faut revoir le design, parce que du coup, les personnes potentiellement peuvent partir à ce moment-là de notre site et c'est absolument pas ce qu'on cherche. Il y a aussi l'aspect où ce qu'on va prendre en compte, c'est la hiérarchisation de l'information sur nos pages. Là, comme vous voyez sur la partie de gauche, donc forcément, le héros donc, est en rouge, puisque c'est en général par là qu'on arrive sur une page. Et on voit qu'au fur et à mesure de la page, tout simplement, les couleurs passent du chaud au froid, ce qui veut dire que les éléments qui sont vraiment en bas de page, et là, notamment dans la zone bleue, la plupart des prospects ne le voient pas et ont quitté la page bien avant. Donc, il faut vraiment prendre ça en compte. C'est hiérarchiser aussi l'information que vous mettez sur votre page pour que celle-ci soit pertinente et intéressante. Et en bas, vous avez juste un petit encart de comment peut se passer du coup un test utilisateur, par exemple en FaceTime. Donc, vous avez la personne qui est le testeur avec la personne qui fait passer le test. Et en fait, à gauche, vous avez tout un document qui est préparé avec les questions qu'il faut remplir en direct live. Potentiellement, ça peut être intéressant de le faire à deux, côté interne, pour qu'il y en ait un qui soit vraiment axé sur la prise de notes, qui ne loupe rien, et l'autre qui soit juste là pour poser les questions et pour guider un petit peu l'utilisateur. Ensuite, troisième conseil, il faut vraiment prendre en compte l'importance de la navigation, dans le sens où il faut diminuer la charge mentale de votre prospect. Ça va passer par 3 grands axes. Donc l'arborescence, encore une fois, je fais le lien avec ce que disait Théodore tout à l'heure, ça représente vraiment le squelette de notre site internet. Ça va nous permettre, nous, en tant que designer, je parle pour moi, mais ça impacte aussi tout le monde dans l'équipe qui gère un peu le projet, ça va permettre de trier et hiérarchiser les informations, et aussi de guider les utilisateurs dans leur parcours via les différentes pages qui la composent. On va retrouver donc par exemple, dans notre menu, toutes nos pages produits, toutes nos pages expertise, toutes nos pages services. Il faut vraiment que l'intitulé aussi dans cette navigation soit clair, net et précise. On va aussi passer par ce système de template de pages. Donc, par exemple, typiquement, dans un souci encore une fois, réduire cette charge mentale, il faut que toutes vos pages produits soient sur le même template. C'est-à-dire que l'utilisateur qui va naviguer entre elles sache où se trouve l'information, quels sont les H1, les H2, bon ça c'est des termes un peu techniques, mais vous comprenez un petit peu le sens que je veux donner à tout ça, c'est qu'il faut vraiment, on ne peut pas se permettre d'avoir des pages sur le même type qui soient complètement différentes. C'est une perte de temps et pour vous et pour l'utilisateur qui ne va pas savoir où est-ce qu'il est, il ne va pas comprendre qu'il est dans le même domaine. Enfin, ce qui est important aussi, c'est de faire des liens internes entre vos pages, que ce soit typiquement de votre blog à votre site internet, ou même de vos pages, par exemple, de vos pages services à vos pages produits, pour que du coup la navigation se fasse un petit peu de façon automatique, assez fluide, où en fait il va pas falloir remonter à chaque fois jusqu'au menu de navigation pour aller après cliquer sur les pages. Il faut vraiment mettre des call to action qui font sens, évidemment, et aussi des liens internes, que ce soit textuels dans les articles de blog. Je sais pas, par exemple, vous parlez de la méthodologie Growth, vous avez un service qui parle de ça sur votre site internet, pensez à mettre des liens textuels ou même des CTA ou ce genre de choses. Il y a aussi, juste, je fais un petit aparté sur ce fameux mythe des 3 clics. Ça, c'est assez connu dans le monde du design, comme quoi il ne faudrait pas avoir plus de 3 étapes jusqu'au moment où on convertit. Ça, en soi, c'est plus ou moins faux. C'est vraiment un mythe parce que ce n'est pas possible. Ça nous limiterait trop, en fait, en termes de navigation et même d'arborescence. Donc, oui, il faut essayer de minimiser un maximum. Si on est au bout du 10e clic seulement, on arrive sur une autre page, la page qu'on cherche, c'est pas possible. Maintenant, à vous de vraiment diminuer l'information que vous affichez et de la rendre plus impactante et plus intéressante. C'est vraiment ça le but. Donc là, vous avez un exemple d'arborescence, typiquement ce sur quoi nous on travaille. Donc là, vous voyez, vous avez les pages services, les pages expertise. En général, ça c'est la page nous connaître. Vous avez aussi du coup ici un CTA qu'on retrouve assez souvent. Et là, par exemple, donc le blog ou nous ce qu'on va appeler le Resource Center en général. Et vous avez ici donc tout ce que ça regroupe. Par exemple, pour les pages expertise, vous voyez ici les 3 pages qui sont en dessous seront, comme je vous disais, sur le même template. Idem ici pour la page service. Ensuite, il faut donc soigner ces points de conversion. Donc, ça rejoint un petit peu ce que je vous disais à l'instant. Point de conversion, on a 2 grands axes. On va avoir le support de contact,
que j'ai appelé ici physique. Donc, il est important de noter dans vos personas, parce que ça va changer d'un client à l'autre, d'une industrie à l'autre, par quel biais est-ce qu'ils vont rentrer en contact avec vous ou ils vont naviguer sur votre site internet. Est-ce que c'est l'ordinateur, est-ce que c'est le mobile ou la tablette? Il y a quelques années de ça encore, le mobile n'était pas ce qu'il était, donc c'est vrai qu'on était beaucoup axé sur les sites sur l'ordinateur. Maintenant, il faut savoir, avec les chiffres que vous avez en dessous, que la majorité des internautes passent par le mobile. Ça représente à peu près 80% à l'heure d'aujourd'hui. Ça représente aussi jusqu'à 70% du trafic web en général. Il y a 83% des utilisateurs mobiles qui s'attendent, et c'est normal, à avoir la même expérience que sur un site sur ordinateur. Donc, c'est pour ça qu'il est vraiment indispensable de penser vos maquettes, votre site internet et l'usage que vous allez en faire, autant sur mobile. Il faut même prioriser le mobile à l'heure d'aujourd'hui que sur desktop, parce que du coup, c'est pareil, hein, il faut se dire que quand on est sur mobile, on est quand même sur un écran beaucoup plus restreint, et il faut vraiment prendre tout ça en compte, que l'information, que l'utilisabilité que vous en faites soit tout aussi efficace que sur desktop. Il y a aussi du coup le point de conversion que j'ai appelé website. Donc ça, c'est vraiment ce qui est inhérent à votre site internet. Donc il va y avoir quelques axes. Donc ça va être par exemple proposer du contenu via un blog ou ressource center. Il faut savoir que les blogs ramènent quand même beaucoup de trafic, à condition effectivement que vous le mettiez quand même relativement à jour assez souvent, avec des sujets qui sont un peu tendance, ou vraiment où il y a des choses quand même du contenu assez concret et assez intéressant à l'intérieur. Vous avez aussi les landing pages, où là vous allez pouvoir mettre vraiment, il faut vraiment mettre l'accent sur ce qui va être proposition de valeur. Vous pouvez aussi proposer des contenus téléchargeables, que ce soit webinaire comme maintenant, ou alors tout simplement des livres blancs qui vont apporter des clés et des solutions potentielles à vos prospects. Il faut évidemment que l'information soit claire, concise et instructive. Il faut vraiment que ce soit de qualité. Il faut aussi optimiser vos call to action. Il y a aussi des petites pistes comme ça, des petits tips, notamment utiliser des verbes d'action. Ils doivent être visibles, ça c'est super important, et correspondre au parcours d'achat de l'utilisateur. Attention à comment est-ce que vous les placez sur vos pages. Ce ne seront pas les mêmes, ou l'intention ne sera pas la même sur une page produit que sur une page de contact, par exemple. Et enfin, abréger vos formulaires. Je sais que c'est un peu le but ultime, souvent sur les pages, on veut que les gens remplissent nos formulaires, mais il faut vraiment penser encore une fois à l'aspect mobile. Sur mobile, si on a 15-20 champs, moi la première, je ne le remplis pas. Les champs sont tout petits, il faut taper sur un clavier. Voilà. Donc vraiment penser à ça, limiter les champs, aller vraiment à l'essentiel. Ensuite, on va parler de l'UX Writing. Donc, c'est un terme qui est arrivé assez récemment dans nos métiers. Donc, l'UX Writing, qu'est-ce que c'est? C'est vraiment se mettre à la place et écrire du contenu pour les utilisateurs. Donc, comment pense-t-il? Il faut éviter d'utiliser des termes trop techniques comme on peut le faire, nous, dans nos entreprises, dans nos métiers. Il faut délivrer une information qui soit claire, utile et instructive, qui aille droit au but. Il faut utiliser aussi un ton et des tournures de phrases qui vont correspondre à votre image de marque, à vous. Par exemple, vous êtes dans le juridique, vous allez quand même rester sur un ton assez sérieux. Vous êtes sur des sujets un petit peu plus cool, vous pouvez vous permettre de faire, d'employer un ton un petit peu plus léger. Ça va vraiment vous permettre de vous démarquer et de marquer un petit peu l'esprit de vos prospects. Quand intervient l'étape du UX-Writing, c'est assez simple. C'est vraiment, faut vraiment pas y penser en bout de chaîne. Faut vraiment l'anticiper, soit dès le départ lors de la création du projet, vous en parlez avec vos clients pour qu'ils prennent ça en compte si ce sont eux qui rédigent leur contenu, ou alors lors de la mise en place des maquettes ou lors des wireframes avec le designer pour qu'ils construisent du coup ces modules et ces maquettes en fonction de ce contenu-là. Enfin, dernière étape, dernier conseil, il faut vraiment penser à la qualité du contenu proposé. Ça paraît évident, mais c'est quand même bon de le signaler. Il faut en général, donc je reprends aussi, je refais encore écho à ce que disait Théodore tout à l'heure, c'est qu'il y a quand même beaucoup de trafic qui arrive via les images. C'est aussi important dans le sens où ça vous permet d'illustrer vos propos, de mettre en avant vos produits. Il faut bien les présenter, ça fait tout de suite plus agréable, ça fait plus agréable à l'œil, ça fait déjà plus pro. L'idéal aussi, c'est de faire un benchmark des tendances et des go et no-go sur le marché. Vous pouvez aller voir chez vos concurrents ou ce qui se fait, ce qui ne se fait pas. Ça, c'est assez important. Il faut aussi créer des interactions sur vos sites internet, par exemple sur certaines pages, sur certains modules, pour que ce soit un petit peu plus ludique. Attention, il ne faut pas qu'il y en ait partout. On ne cherche pas du tout l'effet sapin de Noël. Ce n'est pas le but. Et il faut quand même qu'on ait ça dans une démarche d'utilité. Vous pouvez aussi partager vos connaissances, comme je disais tout à l'heure, via le blog ou des ressources téléchargeables. Ça, c'est intéressant. Ça vous ramène quand même une certaine expertise
en tout cas pour les personnes qui viennent par ce biais-là, créer aussi et partager des cas clients. Si vous avez par exemple quelqu'un qui se pose la question de savoir, mais est-ce que voilà, Markentif par exemple saurait gérer mon problème et qu'on a déjà travaillé sur une industrie similaire ou avec des clients qui ont les mêmes problématiques, c'est génial. Et enfin, pensez à afficher vos retours clients, tous les prix que vous avez gagnés, les labels, vos certifications sur votre site. C'est vraiment dans une optique de réassurance. Encore une fois, ça va venir asseoir votre légitimité sur le marché. Voilà. C'est compliqué ce que tu fais. Hein. Non, c'est toujours le combat entre les devs et les UX. Il y en a toujours un qui est plus fort que l'autre. Ok, c'est intéressant tout ça, mais c'est quoi le rapport en fait avec l'approche growth et comment est-ce qu'on voit tout ça s'agencer par rapport à ce terme? C'est à la fin des fins simple. C'est une question de rythme. Il faut garder cette dynamique. Il faut aller vite. Il faut faire des choix rapides. Pour faire ce genre de choses, on a besoin d'un CMS qui donne de l'autonomie totale aux équipes marketing. Les outils d'analytics, ils doivent être configurés par rapport aux besoins, aux personas et à la data qui existait avant la refonte et pendant la refonte aussi. L'idée, c'est que si on veut réussir à atteindre nos objectifs, on doit, par exemple, si on prend l'exemple d'une refonte, partir sur sur un projet de 6 semaines maximum, ou voire 8, pour, à la fin des fins, sortir ce qu'on appelle une MVP. Une MVP va être le Minimum Valuable Product, en anglais. C'est le produit minimum viable qui va nous permettre, en fait, d'avoir un socle simple, mais scalable, qui nous puisse faire itérer sur les actions dont on a besoin en fonction des itérations et des actions que nos utilisateurs ont sur le site web. Comment est-ce qu'on fait ça? On va essayer de réduire un maximum le nombre de templates, de réduire un maximum le nombre de modules. Les objectifs doivent être tout le temps vérifiés. Si on part par exemple sur la partie execute de notre fameux Rebelle et on est en accompagnement et on produit du contenu, on a un objectif par semaine, on doit le vérifier chaque semaine. Et si c'est bon, si c'est pas bon, pourquoi est-ce qu'il n'est pas bon, et réitérer pour l'améliorer. Chaque objectif doit être découpé en petites tâches pour qu'il soit réalisable. Le fameux je vais commencer à optimiser, ça ne doit pas prendre 4 semaines parce que les choses ont évolué au bout de 4 semaines. Il faut aller vite. Et surtout, une bonne pratique, c'est de capitaliser d'abord sur ce qu'on a. Une équipe marketing avec un CMS moderne bien configuré peut quasiment tout faire. Et du coup, l'idée derrière ça, c'est que faisons d'abord une idée, un premier jet de ce qu'on aimerait avoir. Et si on voit qu'il y a de l'engagement, dans ce cas, on peut demander à une équipe dev, écoutez, il y a quelque chose à faire ici, il y a un développement à faire, une nouvelle fonctionnalité, il faut qu'on y aille parce que ça marche trop bien. Mais c'est surtout après avoir eu de la data qui a été générée et des interactions qui ont été faites par les utilisateurs. Pourquoi est-ce qu'on aime, nous, HubSpot? C'est surtout qu'on n'a pas qu'un CMS, on a aussi un CRM qui est configuré aussi côté sales, mais aussi côté marketing. Il y a là le combat que Marine a évoqué tout à l'heure, pas trop de champs dans le formulaire. Là, on se retrouve avec les consultants en marketing qui disent non, on veut 15 champs dans les formulaires. Donc, il faut trouver en fait le juste milieu entre le nombre de champs qui vont être en fait la qualification du prospect à la soumission d'un form qui va se transformer dans la segmentation. Il faudra trouver le juste milieu pour savoir comment l'adresser par la suite dans le CRM. Il ne faut pas oublier ces gens qui soumettent ces formulaires. C'est absolument essentiel de les adresser et de les adresser de la bonne manière. D'où la segmentation, l'équilibre nombre de champs contre qualification est très important à être pris en compte. J'avance très vite parce que je sais que vous avez faim. Il y a un aspect dont j'ai parlé tout à l'heure, c'était les équipes marketing doivent pouvoir contribuer et être autonomes sans le besoin d'un dev. Ça passe en fait par le soin de l'UX de la contribution. Le fameux WYSIWYG, le What You See, What You Get, ça implique que si je drag and drop
un bloc de ce panel et je le mets ici, je dois avoir un indice visuel avec l'action qui s'est passée. S'il n'y a rien qui se passe, ça, c'est une entrave en fait à la contribution. Soignez un peu le nom des labels, les placeholders, pas de field 1, field 2, label 1, label 2, ça ne sert à rien. Et enfin, et en conclusion, je crois que vous l'avez compris, un site web, la refonte et ses actions ne déterminent pas un produit qui est fini et figé dans le temps. C'est quelque chose qui est animé et amélioré. En soi, si on essaye même en partie d'appliquer tout ce qu'on vous a expliqué là-dedans, la refonte du site ne va pas prendre 1 an, ça va prendre 6 mois, enfin 6 semaines, maximum 8 semaines. Et on part sur un socle qu'on peut faire évoluer par la suite. Et on se retrouve en fait à ne pas devoir lancer une campagne pendant 6 mois, mais en lancer 6 par mois. Et avoir en fait une équipe marketing qui est indépendante de l'équipe tech et avoir en fait une optimisation du budget à la fin des fins parce qu'il faut payer tout ça, dans la mesure où on va mettre de l'argent seulement sur les choses qui ont de la valeur. Voilà. En résumé, vous l'avez compris, data, 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 toujours data. On a cette data pour connaître nos utilisateurs. Je viens de vous le dire qu'on parle d'organisme, d'entité vivante quand on parle d'un site web. Et n'oubliez pas que le SEO, ça prend du temps, ce n'est pas du jour au lendemain. Si on a optimisé et mis des mots-clés dans nos H1 le matin, il n'y aura pas un trafic qui va exploser l'après-midi. Faut laisser le temps que les moteurs indexent, faut laisser le temps au calendrier éditorial qui fonctionne, faut laisser le temps aux optimisations permanentes qu'elles fonctionnent. On parle d'échelle de temps entre 3 et 6 mois, des fois pour une indexation qualitative. Tout ce qu'on vous a raconté ici, on va vous le faire parvenir par email par la suite dans l'après-midi. Et du coup, on va vous lier aussi un autre webinar qui nous explique un peu comment HubSpot contribue à la croissance quand on a un site sur son CMS. On va vous mettre à disposition un peu nos outils, notre fameuse checklist d'un audit UX qui peut être un bon point de départ pour une refonte. Et par la suite, vous allez avoir le détail de comment l'offre web design chez Marketing fonctionne sur notre site web. Si vous avez des questions, on a encore 3 minutes. Et du coup, visiblement, je vois que le chat ne déborde pas de questions. Bon, c'est qu'on a dû être clair, net. Oui, j'espère. Ok, ce fut un plaisir d'animer ce webinaire avec vous. On vous remercie tous les deux d'avoir été aussi nombreux. On remercie aussi notre équipe marketing, Alexandra et Julie, qui nous ont aidés à la conception de tout ce que vous avez vu jusqu'à maintenant, et elles sont à la modération de ce webinaire. Si vous avez des questions, vous avez nos contacts, vous allez recevoir le support par mail par la suite. Et n'hésitez pas, le site de Marketing a une page de contact optimisée. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Puis à savoir aussi que vous pouvez retrouver pas mal de formats différents, hein, que ce soit là sur l'audit UX, vous avez aussi des exemples de cahiers des charges que nous on utilise pour que ce soit pour nos projets marketing ou projets website. C'est vraiment des documents qu'on vous met à jour pour vous aider aussi dans la conception de vos projets, en tout cas de la mise en place de ces projets-là. Donc n'hésitez pas à aller faire un tour, c'est assez intéressant et encore une fois, on met assez régulièrement tous ces sujets-là sur notre blog à jour, hein, du coup. Vous pouvez aller faire un tour, c'est assez intéressant. Voilà. Merci beaucoup tout le monde. Bonne journée. Au revoir. Merci. Et bon appétit. Ouais.